Et donc ce soir, Bezrat Hashem, le cours qu'on va faire, d'ailleurs j'aimerais le dédier entièrement pour la réfoua chez les mains de Hamous Ben Rachel, Bezrat Hashem, tout le mérite de ce cours si Dieu veut. Et que chacun de vous aussi trouve la bénédiction dans l'écoute de ces paroles. Je vais vous dire quelque chose, et je vais peut-être vous citer un petit peu la majorité. Et les Elou Nishmat, à Aaron Ben Joar, à la demande des organisateurs et de Nathan Ben Baya. Et avec votre permission, parce qu'on est encore dans le mois, ou juste après, Rachel, Rosette, Bat, Rivka, Chana Rivka Rosette, Bat Rachel, Amselem. Et les Elou Nishmat, Chanina Bat Baka, et Gam Rina Bat Mazal. Betor im kol a Bnei Israël ou Bnot Israël Ashorvot imahem. Bichal Rachamim ve'Selichot. Alors, on va essayer de parler ce soir, en fait. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là en parlant avec Michael? Parce que je me suis dit que finalement, c'est quoi aujourd'hui la grande problématique des couples? C'est quoi que de ce dont je vous parle? C'est pas 1 an ou 2 ans après le mariage. Moi, je dis que la vraie vie, c'est 3 ans au minimum. Après 3 ans de mariage, Vechen Allah, et en continuant, c'est quoi le vrai problème? C'est quoi la vraie espérance? La vraie espérance de chaque conjoint, finalement, c'est qu'on le comprenne. C'est qu'il y ait une compréhension mutuelle, qu'on le mette en valeur dans ce qu'il fait. Que la façon dont il réfléchit, ou elle réfléchit, ce soit également la façon dont son conjoint ou sa conjointe, elle réfléchit. Qu'on ait en fait, en général, la même façon de penser. Mais dans la réalité, il y a les souhaits, mais il y a ce qu'on appelle la réalité, c'est bien différent. Pour arriver à une attente et une compréhension, c'est presque des fois impossible. Ou alors, on se fait une raison. On se dit, ben, de toute façon, j'arriverai jamais à le changer. J'arriverai jamais à la changer. On a des enfants ensemble. On a un crédit à payer ensemble. On a des mariages en vue, des bar mitzvot. Alors, on vit ensemble. C'est pas grave. Voilà ce qui se passe et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Comme je le dis souvent à mes khatanim, à mes mariés, parce qu'à mes temps perdus, c'est ce que je fais. Je prépare beaucoup de mariés. Je leur dis souvent, ne vous inquiétez pas, la première année, ça va être une horreur. Ah bon? Alors on se marie pas. Parce que, comme disent les rabbanim, au minimum, tu as vécu 25 ans seul, et elle a vécu 25 ans seule. On a pris chacun et chacune de notre côté des façons d'être, une façon d'être éduqué. Et puis tout d'un coup, on te catapulte dans une même maison. Moi, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi est-ce que quand je fais un mariage, sous la roupa, on est 6. Il y a trop de monde. Le père, la mère, la mariée, le père, la mère. Pourquoi on les met tous ensemble? Oui, les 6. Pourquoi les 6? Rabotaille, on les met tous ensemble en dessous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on rentre après le mariage, je vais pas vous faire peur, hein. On n'est pas 2. On est 6. Il y a toi, ton père, ta mère, ta femme, sa mère et son père. Voilà, ils sont tous là. Et ça, c'est la vérité. Ça veut dire que... Ça veut dire... Non, mais c'est quelque chose d'inconscient. C'est quelque chose... Toi, je sais pas quel est ton prénom. Hein? Laurent, ça suffit. Laurent. Inconsciemment, quand tu regardes ta femme, tu espères revoir les mêmes choses que tu as vues chez ta maman. Quand ta femme, elle te regarde, inconsciemment, elle espère revoir ce qu'elle a vu chez son père. C'est inconscient. Et donc ça s'appelle, le Rav Simra Cohen, il appelle ça Shne Mishorim. C'est-à-dire qu'on met dans une même maison 2 éducations complètement différentes. Sans parler ici, on en parlera un petit peu plus tard, qu'une femme, elle a besoin qu'on comprenne ses sentiments, et qu'un mari, il a besoin qu'on lui dise qu'il a raison. Donc je te dis pas le mélange qu'on doit faire. Et finalement, quand on analyse ces moments de discussion qu'on essaye d'avoir entre nous, où chacun, il aime exprimer sa façon différente de parler, on se rend compte que c'est des moments de tension, de dispute, des moments où finalement, on n'a pas été mis en confiance, ou par rapport à notre mari, ou par rapport à notre femme, pour pouvoir exprimer quelque part nos sentiments réels. Et ce qu'on a du mal en fait à comprendre,
C'est qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut, celle qui est en face de moi. Je comprends pas c'est quoi son problème. Elle me parle de choses que j'arrive pas à comprendre. Il me parle de choses, je sais pas d'où il les a sorties. Et peut-être que si justement, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, on avait amélioré notre appréciation et notre compréhension de l'autre, ça changerait complètement notre relation. Regardez dans la Tzedaka. Dans la Tzedaka, on en parlait encore ce Shabbat. Comment tu donnes la Tzedaka à quelqu'un? C'est écrit que si quelqu'un il gagnait 15 000 par mois, tu dois lui donner 15 000 euros de Tzedaka par mois. Tu me dis, c'est quoi cette folie là? Parce que pour donner véritablement la Tzedaka à quelqu'un, t'es pas simplement en train de lui donner de l'argent. T'es en train de lui rendre l'honneur dont il a besoin. À Botaï, dans le couple, c'est la même chose. T'es pas marié simplement pour partager des factures, pour éduquer des enfants, pour faire la garde de tes enfants, pour les amener en vacances à la fin de l'année, pour pouvoir survenir à leurs besoins, pour payer un crédit. T'es pas là pour ça. T'es là pour que la personne qui est en face de toi, eh bien, elle te fasse exister. Et vice-versa, que toi, tu fasses exister la personne qui est en face de toi. Et malheureusement, dans la plupart des cas, d'accord, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, c'est comme dans tout business, Rabotaï. Si tu veux qu'un business il marche, estime le degré essaye d'estimer le degré d'investissement que tu as mis là-dedans. Plus tu t'investis, et ça tu le comprends dans le business, plus ta boîte elle marche. Dans ton couple, c'est la même chose. Le degré d'investissement que tu vas avoir dans ton couple, c'est ça qui le fait réussir. Je ne sais pas pourquoi ça fait depuis, si je sais pourquoi, parce que ça m'a marqué, mais depuis 1 an et demi, on a perdu la rabbinite Ben Chetrit, et il y a une phrase qui m'a marqué. Elle a dit, on a dit en son nom, qu'elle disait toujours, si tu veux quelque chose dans ta vie, fais-le. Rotse, ossé. Si tu veux que ton couple y réussisse, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ouais, il y a de l'argent sur mon compte. Vous n'en avez rien à faire. Moi, je dis à mes khatanim, l'argent que vous allez amener à la maison, c'est pas ça qui compte. Ce que vous allez amener à la maison, c'est l'intention et l'attention et l'écoute et l'existence que vous allez donner à votre épouse. C'est pas tant l'argent. C'est combien est-ce que tu donnes d'importance. D'ailleurs, je leur dis toujours, quand vous faites un cadeau à vos femmes, ou vice-versa, quand vous faites un cadeau à vos maris, le cadeau, il va disparaître. Mais les mots que tu as écrits à l'intérieur, des fois, il y en a même qui les gardent dans des boîtes. Parce que ça marque. C'est pas que le cadeau, c'est aussi le mot qui est à l'intérieur. Et regardez, dans l'amitié, c'est la même chose. Dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit? Assez lecha rav, ou kne lecha chaver. Fais-toi un rave. Vous avez jamais fait attention à la suite? C'est écrit, et achète-toi un ami. Moi, je savais pas qu'il y avait des marchés pour les amis. Je savais pas qu'il y avait des sites pour acheter des amis. Tu veux être mon ami? Mais pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, Rabotai. Ukne lecha chaver. Ça veut dire qu'une amitié, elle n'est pas innée. Dans une amitié, il faut s'investir. D'ailleurs, une fois, j'ai remarqué que, bon, il y a beaucoup de mots, je le dis dans ma communauté souvent, qu'il y a beaucoup de mots en hébreu qui ressemblent au français. Mais celui-là, il est violent. Amitié, ça vient du mot amiti. Vrai. Pour qu'un ami ou une amie, elle soit proche de toi, il faut que tu évalues jusqu'à combien votre relation, elle est vraie. S'il y a un intérêt derrière ton amitié que tu as, tu peux être sûr qu'un jour, cette amitié, elle va capoter. Mais s'il n'y a aucun intérêt derrière cette amitié, eh bien, cette amitié, elle va rester. Et ça, à Botaï, c'est ce que dira Rambam, qui est tout à fait incroyable à lire. Rambam dira, je vous le traduis en simultané, il faudrait, donc il parle de l'amitié, qu'il essaye de tout son cœur, même s'il a besoin de donner de l'argent, pour avoir un vrai ami. Jusqu'à que la personne qui est en face, elle soit prête à être son ami, même si c'est contre sa façon d'être, mais qu'il est quelqu'un sur qui compter. Et quand tu aimes quelqu'un, ne l'aime pas à condition. Aime-le complètement. D'accord? Et jusqu'à que l'amitié soit tellement forte que chacun est prêt à donner à l'autre sans attendre en retour. Ça veut dire que ça doit être un vrai investissement. Sauf que ça marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, c'est écrit qu'il a créé des natures, des créatures, et chaque créature, Rabotaï, elle a une façon de voir les choses qui est bien différente. Jusqu'à l'heure où on parle ensemble, il n'y a personne qui se ressemble. Et d'ailleurs, la Gemara dans Sanhedrin le dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait plein de pièces
avec un même moule, comme c'est écrit Betselem, Elohim, Baraotam, à l'image de Dieu, il les a créés. Ils se ressemblent tous, et pourtant il n'y en a pas un seul, on est tous des humains, mais il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre. Ça montre bien, Rabotaï, qu'on est tellement différents quand on se marie. Et je vais aller encore plus loin que ça. Le Harizal, il dit que chaque personne qui est dans ce monde avec sa Neshama, elle a une mission extrêmement particulière à faire. Vous savez comment on fait pour savoir quelle est notre mission? Je dis souvent à mes élèves ça. Comment on fait pour savoir quelle est notre mission dans ce monde? Il faut qu'on fasse ce qu'on n'a pas envie de faire. Razak. Mais c'est pire, c'est encore plus que ça. Tu prends le niveau le plus terrible qu'il y a en toi. Tu vois, mais d'où je sais c'est quoi mon défaut le plus terrible qu'il y a en moi, pas le niveau, le défaut. D'où je sais c'est quoi le défaut. Tes parents, ils te l'ont répété, tes frères et sœurs, ils te l'ont répété, tes amis, ils te l'ont répété, ton mari ou ta femme, ils te le répètent. C'est un défaut qui te colle à la peau depuis que tu es né. Le Harizal, il dit, t'es venu dans ce monde pour ça. Voilà. Et plus tu vas te battre, et plus la bracha, elle va rentrer. Vous entendez? Si je veux savoir quelle est la réparation de mon âme dans ce monde, je dois me demander quel est mon big défaut, celui que j'arrive pas à battre. Hachem, le Harizal, il te dit, il t'a mis dans ce monde pour battre ce défaut. Et vice versa, si tu as une qualité, tous ici, assis ici, vous avez une qualité que personne d'autre n'a. Un don, un talent que personne n'est capable. Ce talent-là, il dit le Harizal, Dieu il t'a mis dans ce monde pour le partager un maximum. Voilà, c'est ça le Tachlit. Donc qu'est-ce qu'on comprend à Botaï? On comprend qu'en fait, même dans le but de notre âme, on est complètement différent. Il n'y a pas à comparer. Le fait qu'on soit habité d'une Neshama, ben ça va faire que moi, je vais être sensible à certaines choses et mon épouse, elle va être sensible à d'autres choses. Le problème, c'est est-ce que moi, je comprends que de par sa Neshama, d'accord, eh bien, elle est différente. D'ailleurs, les Chachamim me disent, c'est pour ça qu'on est différents tous. Si toutes les femmes avaient le même visage et tous les hommes avaient le même visage, mais on ne se reconnaîtrait pas. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est dur pour lui de mettre un homme et une femme ensemble pour se marier, comme la Kriyat Yamsouf. Quoi, pour Dieu, c'est difficile. Non, pour ce qui est Dieu est difficile pour lui, c'est quand deux personnes ne s'entendent pas entre elles et que chacun, il va un peu écraser sa volonté pour l'autre. C'est ça qui est Kriyat Yamsouf. C'est-à-dire que on est tellement différents, Rabotaï, qu'Akadosh Baruch Hu, il a de la peine des fois de voir combien est-ce qu'on doit travailler sur nous-mêmes pour que les différences ne nous séparent pas. D'ailleurs, c'est écrit, quelqu'un qui divorce, Misbeach yored alav dmaot. Le Misbeach, il coule des larmes. Il y aurait un cours entièrement à expliquer pourquoi le Misbeach. Mais en tout cas, et d'ailleurs même au niveau de la Torah, il y a des gens qui aiment étudier le Zohar. Bon, ça c'est pour la fin. Il y en a qui aiment étudier la Torah, il y en a qui aiment étudier la Gemara, il y en a qui aiment étudier la Halacha. Chacun, il y a un truc qui l'attire plus que l'autre. D'accord? Et donc, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, ben, ça a un impact. Ça a un impact jusqu'à même les plus petites choses. Comment est-ce que j'apprécie un goût? Il y en a, il va te dire, mais ça, c'est super bon. Ce que les Ktorza, ils ont fait, mais j'adore. Il y a quelqu'un qui dit, non, ça, j'aime pas. Pourquoi il y a autant de différences? Parce que justement, les différences qui nous habitent, elles nous font changer même au niveau du goût, même au niveau d'un objet, même dans la perception du judaïsme. Il y a des gens qui vont être plus attirés vers le judaïsme, d'autres qui vont être moins attirés au niveau de nos besoins personnels et au niveau, finalement, même des situations, comment chacun y ressent les situations. Et voilà pourquoi maintenant, on peut comprendre pourquoi dans la Hamida c'est écrit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Ve'Eloké Yaakov. Dans la Hamida, on cite le Dieu de Avraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Pourquoi? Parce que chacun, avec ses qualités, il a apprécié Dieu d'une manière différente. Avraham, c'était à travers le chesed. Pour lui, faire du chesed, c'était reconnaître Dieu. D'ailleurs, il dit à Dieu, attends-moi, je vais aller faire le chesed. C'est comme ça qu'il a rapproché des milliers de personnes. Yitzhak, c'était la Gevura. On dit qu'au moment où on fait la Akedat Yitzhak le matin, c'est écrit Vayarakod Avraham. Et Avraham a attaché Yitzhak. À quoi il faut penser? C'est écrit là-bas. On doit dire qu'au même titre qu'Avraham, qui était rempli de chesed, il a attaché Yitzhak, qui représente la force. On demande à Dieu de nous enlever tout ce qui est fort contre nous. Tous les mauvais décrets, toutes les mauvaises choses. Il y a un code qu'Hachem, il éloigne de nous tous les mauvais décrets. Amen. Et enfin, Yaakov. Yaakov, c'était le Hémet.
Yaakov, il n'y avait pas d'entourloupe. Il n'y avait pas de viens que je te parle, on fait un coup ensemble. Non, non, non. C'était jusqu'à la dernière brebis. C'était ça, c'était le Hémet. Voilà pourquoi quand on fait la tfila, eh bien chacun des patriarches, il avait un aspect différent. Même les prophètes. À Botaï, quand on voit les prophètes, ils ont reçu chacun la prophétie d'une façon différente. Le top du top, le top niveau, c'était Moshe Rabbeinu. Velokam Navi Od ke Moshe Od be Israël. Moshe Rabbeinu, lui, quand il recevait la névoie, la prophétie, il était entier. Il y en a d'autres qui se roulaient par terre. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui, lui, n'était pas atteint physiquement par la névoie. Donc on voit qu'on est tous différents à Botaï. Et de par cette grande diversité des humains, eh bien, ça fait qu'en fait, on a des points de vue qui sont complètement différents. Tellement différents, puisqu'on parle ce soir du couple. Toi, quand un homme, il prend un journal, qu'est-ce qu'il va voir dedans? Oh, la belle voiture, oh, la belle maison, oh, la bourse, combien est-ce qu'elle est en train de monter? Ta femme, elle prend le même journal, elle voit la mode, elle voit le shopping, les bijoux, les voyages. Mais où tu as vu tout ça? Où tu as vu? Moi, j'ai pas vu tout ça. Vous n'avez pas le même regard. Vous n'avez pas le même regard. Chacun, il a un regard différent sur ce qu'il peut voir. Eh bien, dans une discussion, dans un dialogue, c'est pas la même chose. Une femme, elle est capable de s'asseoir à côté de son mari et d'avoir besoin de lui raconter toute sa journée depuis le moment où ils sont partis chacun à son travail jusqu'au soir 17h. Elle a besoin de ça. Le mari dit, écoute, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je veux pas qu'on en parle demain. Ouais, mais tu me dis toujours la même chose. Il n'y a jamais un moment où on peut s'asseoir et discuter ensemble. Il y en a que pour la télé, pour le Netflix et pour ton portable. Moi, je suis moins important que ton portable. Il y a des besoins qui sont différents. Et ça, si tu l'as pas compris, si tu l'as pas compris depuis le début, eh bien, malheureusement, tu vas aller contre un mur. Tu vas aller contre un mur. Et regardez la Gemara. La Gemara, elle nous parle que les Tanaïm et les Hémoraïm, ils regardaient la même Sugia, le même sujet dans la Gemara. Et pourtant, un, il voyait la halakha de cette manière, et l'autre, il voyait la halakha d'une autre manière. Et pourtant, c'est écrit Zévezé, Divrei Elokim Chaim. Les deux, ils ont eu raison. Et pourquoi on fait la halakha comme l'un des deux? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que, d'après la Torah, c'était comme ça. Mais de base, les deux, ils ont raison. Les deux, ils ont un regard différent. Les deux, ils ont raison. Alors maintenant, quand on arrive au couple, le sujet, il est encore plus différent. Comme je viens de vous le dire maintenant, et ça, les Chachamim l'expliquent. Alors, il y a une partie que je vais vous expliquer maintenant, et une partie qu'on expliquera à la fin du cours. La femme, elle a des sentiments beaucoup plus prononcés que les hommes. Et les Chachamim disent, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une femme qui est capable de comprendre ses enfants. Ta mère, quand tu rentres à la maison, elle te regarde, elle sait ce que tu as. Le mari dit, ouais, tu crois, je te dis, le petit, il n'est pas bien. Là. Je te dis, mais non, ça va passer. Je te dis, je le sens, moi. Ça, c'est le regesh. Le mari, lui, il n'a pas ça. Il n'a pas les sentiments. Le mari, c'est très, très sectaire. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je t'ai dit, j'ai réfléchi. Là, il y a des risques, là, il n'y a pas des risques. Et les sentiments dans tout ça, ils sont où? Je sais pas, moi, hein? Chez la femme. Voilà, alors c'est ça. Et donc, regardez, par exemple, quand on va acheter un four. Le mari, qu'est-ce qu'il va regarder? Les watts, combien il consomme. La femme va voir la couleur, le design, combien il y a d'étagères, est-ce que ça va rentrer dans ma cuisine, est-ce que ça va être joli? Mais non, mais regarde, ça rentrera pas, je te le dis. Non, mais il est magnifique. Voilà. Et ça, d'ailleurs, regardez quand on doit changer une voiture aussi. Hein? La couleur, la forme, tout ça. Non, toi tu dis non, mais elle est super bien, elle est électrique, on n'a pas besoin de faire le plein. Voilà. Et ça montre que le regard. Et regardez, on dit que les plus grandes disputes, où est-ce qu'elles arrivent? À Ikea. Pourquoi? Moi, je dis toujours à mes khatanim, à Ikea, tu dois laisser ta femme faire. Oui, mais je te dis que ça rentrera pas, mais on va rien faire, je te dis de tout ça. Et tu dis non, mais c'est magnifique. Pourquoi? Parce que nous, encore une fois, on réfléchit avec le sechel, mais une femme, quand elle regarde quelque chose, elle le voit avec ses sentiments. Et donc, un homme, il peut, s'il comprend pas ce que c'est une femme, eh ben, il va prendre plusieurs fois des murs. Il va plusieurs fois se trouver devant des choses. Et voilà pourquoi c'est écrit, on le dit d'ailleurs dans la Mishnah de Pirkei Avot, Al tadun et traverecha, ne juge pas ton prochain jusqu'à que tu arrives à sa place. Dans le couple, le mari et la femme, ils ont une place bien, bien différente. Et si tu n'as pas compris comment ton mari fonctionne,
Si tu n'as pas compris comment ta femme, elle fonctionne, tu seras le plus malheureux et la plus malheureuse toute ta vie. Et ça, il faut savoir comment ça marche. Il faut savoir que si nous, les femmes, elles sont habitées d'un certain sentiment, les hommes, des fois, ils ne comprennent pas ça. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils réfléchissent pas avec ça. Et nous aussi, hommes, on doit comprendre qu'une femme, elle a des sentiments qu'on doit respecter. Et si tu ne les respectes pas, dans 15 ans, elle te dira, c'était un soir d'hiver, il était 21h, on était chez ta mère, et en plein milieu du repas, tu m'as dit, t'as les cheveux devant les yeux. Je m'en rappelle 15 ans après. Voilà. Ah bon? Ah bon? Moi, je me rappelle pas de ça. Eh oui, tu te rappelles jamais de rien. Quelle date on s'est marié? Dis-moi quelle date on s'est marié. Quelle date on s'est marié? Il faisait froid, je me rappelle qu'il faisait froid. Quelle date? C'est quoi la date de mon anniversaire? La date de ton anniversaire. Il est où mon téléphone? Voilà. Vous voyez, ça veut dire que tout ça, Rabotaï, même moi. Bon, peut-être un peu moins moi. Bon, en tout cas, voilà, 10 jours avant, je me prépare déjà, tu vois. Bon, en tout cas, Rabotaï, c'est ça que c'est écrit. C'est ça que c'est écrit, ne juge pas. C'est ça que c'est écrit, ne juge pas ton prochain, jusqu'à que tu arrives à sa place dans le couple, c'est la même chose. Ne juge pas ta femme, comment elle réagit, parce que tu sais pas comment elle fonctionne. Viens t'asseoir avec le rabbin Chocron, viens prendre 10 heures de cours comme on fait avec les mariés, et tu vas comprendre comment une femme, elle fonctionne. Viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Et pour les femmes, c'est pareil, on peut aller auprès des rabbiniotes, et vous allez comprendre comment un homme, il fonctionne, et vous comprendrez des fois que c'est pas un manque d'attention qu'ils ont. C'est que simplement, ils n'arrivent pas à rentrer dans vos sentiments. Et une fois, il y a un Rav qui a dit une chose extraordinaire pour montrer qu'est-ce que c'est le Hachetagia Limkomo. Il a dit une fois, il y avait un roi, il était en fuite. Et il courait, et il n'arrivait pas à trouver, à un moment donné, il arrive à courser ceux qui voulaient prendre sa place dans le royaume, et il rentre dans la maison d'un juif. Et le juif, il dit, Majesté, qu'est-ce que vous faites ici? Donne-moi un endroit où me sauver. Allez-y en dessous le lit, Majesté, je ne leur dirai pas où vous êtes. Les poursuivants, ils arrivent. Il est où le roi? Il dit, le roi, je ne l'ai pas vu. Mais je crois que j'ai vu quelqu'un courir vers l'est. Ah bah, allez-y. Il court. Et le roi, il dit, maintenant, mon très cher sujet, je dois te récompenser de ce que tu as fait. Dis-moi ce que tu veux, je te donne. Il dit, Majesté, moi, j'ai une demande à vous faire. J'ai envie que vous me disiez qu'est-ce que vous avez senti quand vous étiez en dessous de mon lit. Qu'est-ce que j'ai senti quand j'étais en dessous de mon lit? Qu'on le prenne et qu'on le pende. Il a dit, mais vous devez me récompenser, vous n'allez pas me tuer, qu'on le prenne et qu'on le pende. Il amène sur la place principale, il lui met la corde au cou. Mais Majesté, je vous ai sauvé, vous pouvez pas me tuer. Qu'on le mette la corde au cou. Allez, venez, on va pousser maintenant le petit tabouret. Majesté, vous pouvez pas me tuer. Et juste avant de pousser le tabouret, le roi, il a regardé son sujet, il a dit, maintenant, tu sens ce que j'ai senti quand j'étais en dessous le lit. Voilà. Ça veut dire que, jusqu'à que tu sois pas au même endroit que la personne, et à plus forte raison dans ton couple, tant que tu ne te mets pas à la place de la personne, et c'est ce qu'a dit une fois le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, une fois, pour la yeshiva, il manquait du bois. Il n'y avait plus de bois, et il devait se chauffer dans la yeshiva, mais il n'y avait plus de bois. Alors ils sont partis taper en plein hiver chez un donateur, et le Chafetz Chaim, il a dit, avant de rentrer, j'aimerais que vous sortiez sur le perron, on va discuter ensemble dans le jardin. Il dit, Rabbi, dans le jardin, il y a 60 cm de neige. Rentrez, il fait chaud là. On discute à l'extérieur. Il a dit, mais Rabbi, mais on va geler. Ou tu acceptes de sortir et on parle ensemble dehors, ou je repars. Il est sorti dehors, il a tremblé comme ça pendant 20 minutes. Il a dit, écoute, la yeshiva, à ce moment, elle a des difficultés pour se chauffer. C'est très difficile. Il dit, Rabbi, juste, j'en supplie, on peut rentrer à l'intérieur. Il est rentré à l'intérieur et il lui a fait un grand don. Il a dit, Rabbi, une question, pourquoi on m'avait fait sortir? Il a dit, parce que si tu n'étais pas sorti dehors, tu n'aurais pas compris de quoi je parlais. Dans le couple, c'est la même chose, Rabotaï. Si tu ne comprends pas que la personne de là où elle se trouve, avec ce qu'elle a vécu aussi. Moi, je dis souvent à mes khatanim, tu ne peux pas exiger à ton mari ou à ta femme, donc là on universalise, tu ne peux pas exiger à ton mari, par exemple, d'être calme si toute sa vie, il a eu un père qui était nerveux. Tu peux lui apprendre ce que c'est là. Tu ne peux pas exiger à ta femme d'être ordonnée si elle a une maman qui, forcément, l'ordre, c'était pas son truc. Et dans tous les domaines, vous allez prendre ça. À chaque fois que dans votre couple, vous allez rencontrer une difficulté X ou Y, vous allez vous demander si cette difficulté, elle vient pas, et une fois sur deux, ça sera le cas, de l'éducation que votre conjoint ou votre conjointe, ils ont reçue à la maison.
Et si tu sais que ça vient de la maison, ben tu dis mais c'est pas de sa faute. Je vais l'aider, je vais lui expliquer comment c'est beau d'être ordonné, d'être plus calme. Je vais lui expliquer qu'est-ce que c'est. Par exemple, si le mari, il avait un père qui n'était pas du tout attentionné vis-à-vis de sa maman, c'était la catastrophe. Je vais lui expliquer ce que c'est être attentionné. Je vais lui expliquer ce que c'est. Il faut parler, c'est ce qu'on va voir à Botaï dans la suite. Malheureusement, nous-mêmes, on a du mal à penser qu'on a tort. Shlomo Améler, le roi Salomon, il a dit Ki chol derer ish yachar be'enav. Tout ce qu'une personne, elle fait dans sa vie, elle a l'impression que c'est juste. Est-ce que nous, on a envie de nous dire qu'on se trompe dans notre vie? On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie. Le fait d'avoir en face quelqu'un, un homme ou une femme, le fait d'avoir en face de nous un mari, une femme, qui pense différemment de moi, inconsciemment, ça nous remet en question sur nos facultés et sur notre manque de connaissances. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, il y a plus forte raison au sein d'un couple, ça nous déstabilise. Et c'est pour ça que très souvent, on se durcit. On n'est pas prêt à accepter qu'on a tort. La personne de laquelle je suis le plus proche, c'est-à-dire ma femme ou mon mari, elle n'est pas d'accord avec moi. Quoi, ça veut dire que je suis un idiot? Que je suis une femme très dure? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de rencontrer une femme ou un mari qui n'a pas été éduqué dans le même endroit que toi, qui a peut-être d'autres besoins sentimentaux, et toi, tu vas devoir maintenant les honorer et les comprendre. Et c'est pour ça que, très souvent, ceux qui font tchouva, ils sont très très mal acceptés dans leur famille. La plupart du temps, des fois, les gens, ils te disent « Ouais, depuis que j'ai fait tchouva, ma famille m'a tourné le dos, et ma tchouva, elle est très difficile. » Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand dans une famille, on a quelqu'un qui fait tes tchouva, forcément, à nous, ça nous pose des questions. On dit quoi? Peut-être que mon fils, maintenant, il fait tchouva. Peut-être que moi, je suis sur le mauvais chemin depuis que je suis petit. C'est-à-dire que l'éducation que je leur ai donnée, elle était erronée. Les valeurs que je leur ai transmises, elles n'étaient pas assez complètes. Pour qui il se prend? Quoi, tu manges plus chez moi? Mais en Algérie, les plus grands rabbins, ils ont mangé chez moi. Toi, tu te permets de ne pas manger chez moi? Même si Rabbi Sidi Fred Jalimi s'assied à ma table. Oui, c'était à la synagogue, c'était pas chez toi. Mais on a du mal à voir quelqu'un qui est différent, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans la famille. Et le Rav de Côte, il disait que normalement ça ne devrait pas nous déranger. Est-ce que ça te dérange de ne pas avoir la même tête que ton ami? Ah, heureusement que j'ai pas la même tête que mon ami. On est différents. Ben heureusement que ta femme ou ton mari ne sont pas pareils que toi. Vous savez ce qu'on dit la plupart du temps dans un couple? Il y a des opposés. S'il y en a un des deux qui est très très excité, l'autre il va être très très calme. S'il y en a un qui est très très avenant, l'autre il sera un peu plus réservé. Akadosh Baruch Hu, et ça c'est écrit dans le Zohar à Botaï. Alors là je parle du Zivou Grishon, la première personne qu'on a rencontrée, celle avec qui on passe sous la choupa. Et après si vous avez des questions sur ça on pourra en discuter. Moi je vous dis ce qu'il dit le Zohar. Celle ou celui avec qui on passe sous la choupa la première fois, nos deux âmes, elles sont descendues collées ensemble. Et Akadosh Baruch Hu, il les a séparées dans deux corps. Et au moment où le mari passe la bague à la femme au doigt, les deux neshamot, elles s'attrapent ensemble. La phrase fétiche? Ouais. Et d'ailleurs, une fois, il y a un rave. Je répète? Ouais, je répète. Ah ouais. Répète. Ça me fait mieux personne. Le Zohar, il dit, au moment... C'est quand même rare qu'il n'y a aucune femme qui vous a demandé de répéter. Vous avez bien suivi. C'est parce que la femme, elle voit que le caillou au dos. Le Zohar, il dit, au moment où deux neshamot, elles descendent d'en haut pour se marier, en fait, elles étaient collées en haut. Et la femme ou le mari avec lequel tu passes la première fois sous la choupa, vos deux neshamot étaient ensemble en haut. Elles se sont séparées le temps de la jeunesse. Et sous la choupa, quand le mari passe la bague à la main de la femme, les deux neshamot, elles se rassemblent ensemble. Il y a un Rav qui a raconté une fois, il y a une femme, elle est venue le voir. Tu as compris? Ah, j'ai compris. C'est juste qu'apparemment Hachem s'est trompé. Hein. Mais avant j'étais pas en haut, moi.
Comment tu étais pas en haut? Bien sûr que tu étais en haut. Bien sûr que tu étais en haut. Réincarnation. Je peux te le prouver, mais pas maintenant. Après, on en parle ensemble. Bon. Alors Rabotaï, au moment... Et regarde, je vais te prouver que, Morgane, que j'ai raison dans ce que... Enfin, que le soir, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a un Rav qui a raconté, sa femme, la femme, elle est venue voir une dame est venue voir le Rav, elle a dit, j'ai un problème. C'est quoi ton problème, ma fille? Je suis amoureux de mon mari. Elle dit, mais c'est bien. Il dit, non. Sauf que Rav, on est divorcé. Le Rav, il a dit, mais vous êtes divorcé civilement ou religieusement? Il a dit, non, vous savez, le consistoire, il dit, oui, je sais. On est divorcé que civilement. On n'a pas été encore divorcé religieusement. Il a dit, le Rav, tant que le guet n'a pas été donné, depuis le moment où la bague, elle est passée, vos neshamot, elles sont encore liées ensemble. Et c'est pour ça que tu exprimes encore des sentiments pour elle. Et ça, Rabotaï, et ça, tu dois, ça, eh oui, mais il est dans ma communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça, c'est au moment, tu dois ce que tu sais de Kadosh, tu le sais de saint, sauf que sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, tu n'arrives pas à ouvrir une porte pour voir la neshama de ta femme. Ah oui, c'est vrai qu'on a la même neshama en fait. Non, non, sur le terrain, c'est complètement différent. Il y a des différences. Il y a des non-dits, il y a des malentendus, il y a des crapauds, voilà, des grenouilles. Mais ça ne marche pas. Il dit le Rav, ça doit pas nous effrayer. On est différents. On est différents. Et au cours de la vie commune, malheureusement, comme on est différents, cette tendance de différence, elle prend encore plus de proportions au cours de la vie. Pourquoi? Parce que dans un couple, inconsciemment, il y a de la concurrence. Et ça vous paraît très étonnant ce que je vais vous dire maintenant. Il y a de la concurrence et il y a des règlements de compte qui vont faire que même si le conjoint a raison ou la conjointe a raison, comme derrière il y a un historique, je sais très bien que tu as raison, mais je vais te rendre la vie amère. Parce qu'il faut qu'on règle les comptes. C'est ça. Et ça, malheureusement, non, ça c'est autant les hommes, autant les femmes. Malheureusement, quand quelqu'un, dans le couple, des deux côtés, il y a eu un historique, alors, malheureusement, et voilà pourquoi souvent on entendra dire, les autres, tu les écoutes, hein. Mais quand c'est ta femme ou ton mari, nous, on est moins de la zut, hein. Ah, je te vois parler au téléphone, hein. D'ailleurs, tu changes de voix. Oh, papa, comment ça va? Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, quand elle change de voix ou quand il change de voix, tu te dis, avec qui tu es à côté? Il y a quelqu'un à côté de toi, tu me parles pas comme ça d'habitude, hein. Qui c'est qui est à côté de toi? Tu me parles pas comme ça d'habitude. Voilà. Ça veut dire que malheureusement, cette erreur d'analyse qu'on fait, d'accord? Eh bien, c'est parce qu'on a oublié qu'il y a de la concurrence, et on va l'expliquer, et avec son conjoint aussi. Et d'ailleurs, cette concurrence, elle fait que ça coupe la communication. Tu vois, il y a un Rav qui est venu, une dame qui est venue voir le Rav, elle a dit, ouais, mon mari, il m'écoute jamais. C'est ce qu'il a dit, le Rav. Il a dit, mais est-ce que toi, t'aimes ton mari? Elle a dit, ben non, je le déteste, il m'écoute jamais. Elle a dit, mais prends le problème à l'envers. Si toi, tu montrerais à ton mari plus d'amour, mais il t'écouterait 100 fois plus. Et il lui a dit, regarde, je vais te prouver, toi, si il y a quelqu'un, il t'apprécie pas, il te déteste. S'il vient te faire une réflexion, tu l'écoutes ou pas? Ben non, il m'aime pas, donc j'écoute pas. Eh ben, elle dit, dans ton couple, c'est la même chose. Si tu veux que ton mari, il écoute tes réflexions, tu dois te demander le degré d'amour que tu as pour lui. Ouais, mais il m'écoute jamais. Mais tu n'aimes pas. Toi-même, tu l'as dit, tu n'aimes pas. Donc, si tu ne lui montres pas cet amour dont il a besoin, cette considération qu'il a besoin, cette mise en valeur qu'il a besoin, ben, lui, il va faire comme ça après. Virtuellement, bien sûr. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Ouais. Mais tu m'écoutes pas quand je parle. Mais pourquoi j'écouterais quelqu'un qui m'aime pas? C'est-à-dire que ce manque d'amour, il va couper la communication. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit au Khatanim, on le dit de façon un petit peu blagueuse, mais c'est la vérité. Combien tu fais de compliments à ta femme par jour? Combien tu fais de compliments, et pour les Madrichot Kala, à ton mari par jour? Combien? 100? Le Rav, que Dieu repose l'âme de ce Rav, c'est lui qui m'a formé dans la remédiation familiale. Le Rav Simcha Cohen, il nous disait toujours, Zichrono Livracha, Zecher Vekadosh Livracha, qui a été un des plus grands médiateurs d'Israël,
Il a dit, vous devez, par jour dans le couple, vous faire au moins 100 compliments. Et là, tu es en train de te dire, mais depuis ce matin, je l'ai fait sans réflexion. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi c'est comme ça? Alors, je vous explique. Hein? Ouais, mais un petit SMS, je t'aime, ça coûte pas rien. Ma chérie, je pense à toi, passe une bonne journée. À midi, comment se passe ta journée, ma chérie? Tout va bien. Des remarques positives aussi. Oui, mais le problème il est, c'est que nous, on a un esprit. Le problème il est, c'est que nous, on a un esprit beaucoup plus critique qu'on a envie de faire. Pourquoi? Et ça, il y a un Rav qui a dit une chose extraordinaire. Pourquoi dans le couple, mari et femme, on fait plus de remontrances que ce qu'on fait de compliments? Vous savez pourquoi? Il a dit parce que l'humain, de base, il a été créé comment? Betselem Elohim, à l'image de Dieu. Dieu, il est parfait, n'est-ce pas? Donc en fait, l'homme ne supporte pas l'imperfection. Et donc, ta femme, elle a pu faire une table superbe. Mais tu as oublié les cornichons, espèce de khmar. Depuis 10 heures, elle est en train de mettre la table. Elle était crevée de son boulot. Tu l'as invité des gens, tu as oublié les cornichons. Parce que c'est ça. Le mari, il supporte pas, l'humain ne supporte pas l'imperfection. Tu t'es cassé la tête. Ta femme, elle t'a dit, bon chéri, je sors du travail tard, on va me faire les courses. Tu lui fais toutes les courses. Ah, tu as oublié les olives. J'étais crevé. J'étais au téléphone parce que je comprenais pas ce que tu m'avais écrit sur la liste. Vrai, et j'ai oublié les olives. Ah, Botaï, c'est ça. L'humain, le vrai problème de l'humain, c'est qu'il supporte pas l'imperfection. Et donc, comme on supporte pas l'imperfection, eh bien, ce phénomène, il va faire que, au lieu de voir le tableau magnifique, et de voir finalement que ta femme ou ton mari, c'est celle ou celui qui te correspond le mieux, tu vas aller chercher la petite tache sur ce tableau magnifique. Et le phénomène, eh bien malheureusement, il va faire que petit à petit, la partie adverse, elle va prendre du recul. Et vous savez, c'est comme la relation avec Dieu. Shlomo Ameler, il a dit que la relation entre un homme et une femme, c'est la relation entre un homme et Dieu. La relation entre un homme et Dieu, Dieu il dit « Im ta'azveni yom, yomaim azveka ». Si tu t'éloignes de moi un jour, moi je m'éloigne de toi 2 jours. Dans le couple, c'est la même chose. Si on commence à ne pas avoir cette communication, eh bien malheureusement, on va aller droit dans le mur. Et d'où ça commence souvent? Ça commence de petites choses qui sont futiles. Malheureusement, des fois, par exemple, tu es assis avec ton mari, et puis on vous parlait avec des amis d'un voyage que vous avez fait. Ton mari dit, ouais, je me rappelle quand on est parti en 2023. 2023? Mais ça fait depuis 2020 que tu m'as pas amené en voyage. Et blam, et c'est parti pour toute la soirée. Tu m'as fait la honte, et tu m'as fait passer pour un radin, et c'est toi qui veux jamais partir à cause de ton travail. D'une petite chose. Ou alors, devant tout le monde, tu chantes ta femme, tu dis, oh là là, le créneau qu'elle m'a fait. Comment tu t'es garé? Ouais, comment je me suis garé? Et de toute façon, tu trouves toujours quelque chose à dire. Et c'est jamais parfait pour toi. Et de toute façon, j'ai jamais été parfaite pour toi. D'une place de parking, c'est arrivé à remettre toute la, voilà. Et oui, malheureusement, quand ce genre de remarque qui se fait entre amis, ça va. Tu peux chambrer ton ami, comment il s'est garé. Tu peux chambrer ton ami qui n'a pas pensé à toi pour ton anniversaire. Mais jamais tu chambres ta femme. Jamais, parce que... Et les maris, alors? Honnêtement, non, ce soir, à ce niveau-là du cours, c'est beaucoup plus grave un affront qu'on fait à une femme. Et une femme, elle aura beaucoup plus de mal à oublier. Et ça, on l'a expliqué plus d'une fois. On l'expliquera tout à l'heure. Mais dans tous les cas, je suis pas en train de vous dire ce soir... Je suis pas en train de vous dire ce soir que c'est permis de faire des affronts au mari, pas du tout. Mais je suis en train de dire que chacun mutuellement, eh bien, il doit chercher beaucoup plus le côté positif. Et faites cet exercice. Moi, j'ai vu cet exercice une fois dans le Rav Zilberstein qui peut vous aider par rapport à ce que j'ai en train de vous dire. Moi, je suis en train de vous dire quoi? Fais 100 compliments à ton mari et à ta femme. Tu vois, mais c'est impossible, Rav. Moi, j'en trouve même pas un. Ah bon? Viens avec ta femme, viens avec ton mari, on va s'asseoir, tu vas voir tous les compliments que je vais te trouver. Et le Rav Zilberstein, il a dit, on a du mal avec ça. Alors le Rav, il a dit, il faut faire un jeu. Tu te rappelles du jeu qu'on avait dit ou pas? Le vendredi soir. Alors, toi qui connais toute l'histoire. 4 fois. Cédric, mon assistant en histoire. Vous vous rappelez pas du jeu? Il a dit, le Rav, pour s'habituer à faire des compliments, le vendredi soir, il n'y a rien à faire. Normalement, on est tous à table en train de manger, tout est beau, tout est joli, tout est mignon. On est tous assis. Chacun, à son tour, il va faire un compliment sur une personne de la table.
et on va faire le tour. Voilà. Trouve un truc positif. Chacun à son tour. Chacun, tu te rappelles de ça? Ouais, tu vois, Miguel se rappelle. Voilà. Heureusement qu'elle est là, ta femme. Vous l'avez fait? Hein? Nous, on l'a fait avec ma femme. Et alors, c'est une partie de rigolade, parce que, mais au bout du compte, tu t'habitues à avoir un regard positif sur la situation plutôt qu'un regard négatif. Et tu t'habitues, parce que je te dis encore, dans ton fort intérieur, comme tu es Betselem Elohim, tu es à l'image d'Hachem, tu vas toujours chercher la perfection. Et si tu cherches la perfection, il y aura toujours des reproches à faire. Et donc, ça c'est le premier problème. Mais il y a aussi la difficulté à exprimer ses sentiments. L'humain, et encore plus les hommes, on a du mal à exprimer nos sentiments. D'accord? Pourquoi? Parce que dans un corps, il y a des désirs, des volontés, et quand il s'agit quelque part, eh bien, d'exprimer ses volontés et ses désirs, on va utiliser un certain dialecte. Ce dialecte, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a été créé chez nous depuis notre enfance. On a une manière de s'exprimer que ta mère, tu lui dis 2 mots, elle te comprend. Mais ta femme, avant qu'elle te comprenne, surtout que toi, comme tu parles, tu le dis de façon... chaque 2 mots, il y a donc elle comprend rien à ce que tu veux. Hein? Non, tous les hommes, c'est comme ça. Ils ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et là débute. Non, mais ce que je veux dire, là, je suis en train de te défendre, Morgane. Je dis qu'un homme, il a du mal à exprimer ses sentiments. L'homme, il a du mal à exprimer ses sentiments. Et regardez, quand on traduit, par exemple, on traduit d'une langue à une autre. Moi, c'est comme ça que j'ai arrêté de parler en hébreu à mes filles. Quand on est revenu d'Israël, je voulais absolument parler en hébreu à mes filles. Sauf que quand on s'énerve, c'est pas aussi efficace en hébreu qu'en français. Donc je dis laisse tomber, on parle en français. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu traduis une phrase d'une langue à une autre, il n'y a plus autant d'efficacité aux mots que tu veux dire. Eh bien, Rabotaï, le dialecte que le corps exprime pour donner ses sentiments, si on les fait passer à quelqu'un d'autre, eh bien, ça n'a pas la même puissance. Toi, tu as l'impression, dans ton couple, de dire ce qui va pas, de ta manière, bien évidemment, mais celle ou celui qui est en face de toi, qui comprend pas ce qui sort de ton corps, eh bien, tu as beau t'exprimer pleinement, mais le ressenti en face, il sera beaucoup moins fort, que tu le veuilles ou non. Pourquoi? Parce que c'est pas le même corps. C'est 2 corps différents. Et il en ressort que d'exprimer un sentiment dans un couple, d'accord, c'est comme monter et démonter un meuble. Vous avez déjà essayé de monter et démonter un meuble? Alors déjà, le monter, comme il a dit l'autre, hein, je préfère plus dire son nom, il y a toujours une pièce qui te reste entre tes mains. Alors, pour le remonter, eh bien, le Rav, il a dit, dans les sentiments, c'est la même chose. Pour que tu puisses exprimer tes sentiments dans ton couple, déjà, c'est difficile. Il va falloir que tu te démontes, et c'est le cas de le dire. Mais alors, pour que ça arrive à l'autre entièrement, et que l'autre y comprenne, alors là, c'est encore plus difficile. Le Rav, il a dit une fois dans ma yeshiva, j'ai eu besoin d'expliquer un cas d'un prêteur et d'un emprunteur. Et il a dit, le Rav, Zichrono Livracha, Rav Zimra Cohen, les élèves, ils n'arrivaient pas à comprendre la position de l'emprunteur. Ouais, l'emprunteur, il n'a pas raison et tout ça. Il a dit, le Rav, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, on va jouer un jeu. Une partie de la yeshiva sera prêteur et une partie de la yeshiva sera emprunteur. Qu'est-ce que je me suis rendu compte? Que ceux qui comprenaient pas l'emprunteur, quand ils se sont mis dans la peau de cette personne, ils ont dit, mais bien sûr qu'il a raison, l'emprunteur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans la peau de cette personne. Et ça, malheureusement, ce jeu-là, où j'ai envie de dire, cette façon de penser, on l'a pas assez, voire pas du tout dans notre couple. On n'arrive pas, et je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Parce que tu te dis, au moment où tu es passé sous la roupa, c'est monnaie acquise. Mais monnaie acquise de rien du tout. Tu as peut-être payé le traiteur, tu as peut-être payé l'orchestre, tu as peut-être payé la salle, mais personne t'a appris comment ça fonctionnait une femme ou un mari. D'ailleurs, moi, je me dis, les parents, ils sont irresponsables. Ils laissent leur fille entre les mains d'un homme qui ne sait pas ce que c'est une femme. Et comment ils peuvent faire ça? Alors, la réponse, ben, c'est qu'ils doivent s'asseoir avec elle et lui doivent s'asseoir avec un rav et une rabbinite, et pendant 10 heures, ou voire même plus, hein, c'est ce qu'on fait avec nos khatanim, et ils viennent nous remercier. Les ravs, ils me disent, mais merci Rav de m'avoir appris tout ça, mais on aurait été foutus. Ils m'appellent après le mariage, ils me disent, mais Rav, si vous m'avez pas dit tout ce que vous m'aviez dit sur le couple, mais on serait mort.
Mais c'est la vérité, parce qu'on n'a pas appris comment ça fonctionne. Et donc on fait les mêmes erreurs et on revient sur les mêmes erreurs. Et malheureusement, pourquoi? Parce que la femme et l'homme n'ont pas la même appréciation. Regardez même au niveau des mots. Quand tu dis à quelqu'un une maison, pour certains c'est quoi la maison? C'est synonyme de bonheur. Pour un autre, que Dieu nous en préserve, la maison c'est synonyme de souffrance. Moi j'ai vu avec des amis, ils me disaient, Jonathan, ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi. Je sais que mon père il va s'énerver, invite-moi chez moi. Comme ça il me disait, je sais que mon père il va s'énerver ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Et il y en a pour qui? Pour une femme, le synonyme de la maison, c'est le cocon familial. Pour l'homme, c'est le synonyme du repos et de la détente. Maintenant, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Non, tu rentres chez moi. Il y a des rabbinim, ils te disent, devant la maison, ils avaient une vitre pour voir quelle tête ils faisaient quand ils rentraient chez eux. Ça, j'explique à mes khatanim. Je leur dis, de la manière dont vous rentrez chez vous, homme ou femme, hein, si tu rentres méchant neuf, tu peux être sûr que toute ta soirée, elle sera pourrie. Si tu rentres bien, la soirée, elle sera beaucoup mieux. Donc en fait, ça dépend comment tu rentres le soir. Et ça, si tu... Non, mais où accueilli par les enfants? Non, il ou elle. Les enfants aussi. Et pourquoi accueilli? Pourquoi accueilli? Accueilli par les enfants. C'est vous qui allez accueillir votre femme et vos enfants. Chacun, il doit accueillir l'autre, c'est ça. C'est là où on se dit, il y a un cours comme ça où il dit... Le problème, c'est qu'il y a une interface entre les deux. Hein? La femme, elle arrive généralement avant, il y a les enfants. Donc Ou après. elle fait pas la même tête. Oui, mais chacun... Tu sais, je vais te dire quelque chose, Rudy. Je t'apprécie énormément, donc je le dis pour moi aussi. Je ne dis pas que pour toi. Le couple, c'est un miroir. Si tu lèves la main, en face, on lève la main. D'accord? Si tu fais comme ça, en face, on fera comme ça. Si tu rentres avec la banane, tu émets... Regarde, des fois, je vais te montrer que c'est vrai. Tu regardes une vidéo de débile, hein, et tu as un lion qui rigole comme ça. Ça, t'as pas du tout envie de rigoler, mais tu vois le lion, il rigole. Tu te mets à rigoler, alors que tu as des problèmes jusqu'à pourquoi? Parce qu'en face, on t'a émis une image marrante. Dans le couple, c'est la même chose. Si tu rentres avec l'ambition de passer une bonne soirée, en face, même si on n'a pas envie, tu vas donner cette gaieté de cœur. Mais si tu rentres avec 3 mètres de long, d'accord? D'ailleurs, on dit que le sourire à l'endroit, c'est la capacité de recevoir la bracha. C'est le kéli. Si tu as le sourire à l'envers, toute la bracha, elle part en dehors de la maison. Ça, c'est la simcha. La simcha, c'est amener la bracha chez soi. D'accord? Et donc, cela va aller, malheureusement, sur plein de problèmes qui ressemblent à ça, que si on n'est pas capable d'exprimer correctement nos sentiments face à la personne qui se trouve en face de nous, eh bien, et on souffre, hein, on souffre. Mais le problème, c'est que si tu n'exprimes pas ta souffrance correctement, avec les mots qu'il faut et avec les détails qu'il faut, t'as beau souffrir énormément, ben ça ne sera jamais transmis en face. Et voilà pourquoi on rencontre des gens qui se plaignent de ne pas être compris, d'accord? Mais avec tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est pas eux, c'est pas ceux qui les écoutent, le problème. Le problème, c'est ceux qui s'expriment. C'est pas le problème de ceux qui les écoutent et qui les comprennent pas. C'est la manière dont eux, ils s'expriment. D'accord? Et ça, malheureusement, ça, on le retrouve dans plein d'exemples. D'accord? Ta femme, elle vient, elle te dit, écoute, on va investir dans un nouveau Ninja, 360 €. Un nouveau Dyson, 450 €. Oh là là, toujours des goûts de luxe. Pourquoi? Toi, t'as déjà mis la main à la pâte? C'est qui est dans la cuisine? C'est toi ou c'est moi? On devrait être ensemble. C'est qui pense à faire de l'autre dans la maison? D'accord? Donc en fait, Rabotaï, tant qu'on n'a pas compris. Ou alors tu dis à ta femme, chérie, voilà, il y a des copains, ils vont commencer à jouer au paddle ce soir. Moi, j'aimerais bien aller au paddle. Ouais, mais t'es toujours là, t'es jamais là. Et puis même quand t'es là, tu penses à partir à faire du paddle avec les autres. Mais tu comprends pas que ce moment-là, pour lui, c'est son moment de décompression. Qu'il a eu un stress énorme et qu'il a besoin de décompresser. Et que quelque part, cette partie de paddle, voilà, se défouler, cette partie de paddle, d'accord, mais seulement tu sais pas l'exprimer. Tu sais pas exprimer les choses. Chacun, il a des besoins, d'accord? Ta femme, elle te dit, voilà, ce week-end, on veut partir avec des copines. On a besoin d'aller s'aérer. Tu dis quoi? Moi, avec tous les enfants à la maison, pourquoi? Moi, je les ai pas toute l'année à la maison, alors que je travaille autant que toi. Elle a besoin, seulement elle ne s'est pas exprimée correctement. Et donc tu ne comprends pas sa détresse, tu ne comprends pas que maintenant, elle a besoin de souffler. Et donc ces incompréhensions, d'accord, elles font que ce phénomène se répète
Par exemple aussi, quand le conjoint ou la conjointe, elle exprime... Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont partis, bien sûr. Elles expriment... Non, pas à Vegas. Elles expriment de la... Je vais faire court là-bas alors aussi. Je vais faire court là-bas. Elles expriment de la fatigue. Elles expriment de la fatigue. Par exemple, il y a un des conjoints ou une des conjointes qui exprime de la fatigue. Et souvent, cette fatigue... Quoi, encore tu es fatigué? Ouais, parce que on n'arrive pas à comprendre la fatigue de l'autre. On pourrait même être passé pour un fainéant, une fainéante. Quoi, encore tu dors? Je suis fatigué. Quoi encore tu manges? Quoi encore tu manges? Voilà, toutes ces choses-là, d'accord? Et comme il disait un rave, est-ce que quelqu'un il peut comprendre une femme enceinte? Il peut pas la comprendre. Non. Tant que t'as pas mis 5 kilos de pommes de terre sur ton dos et que tu bois pas de l'huile de morue à 5 heures du matin, tu peux pas comprendre ce qu'une femme elle endure. Chacun dans son domaine, Rabotaille. Et moi, je vous donne des exemples peut-être qui vous parlent pas, ou peut-être qui vous paraissent pas du tout actuels, mais vous prendrez tous ces exemples et vous les mettrez chacun dans les différents que vous avez dans votre couple. Et vous comprendrez que des fois, malheureusement, on n'a pas su s'exprimer, ou alors on s'est exprimé trop violemment, ou avec trop de dédain pour la personne qui est en face. Mais, comme on a dit tout à l'heure, le plus important, c'est qu'on puisse chacun partager son avis de façon constructive. D'accord? Et souvent, au lieu de comprendre la douleur de mon conjoint et son avis, d'accord? Même si on a des années de vie commune, ah non, tu vas encore me saouler. Mais tu l'as même pas laissé s'exprimer. Comment c'est écrit là-bas? Que Kol Yamai Gadalti Ben Chachamim. Toute ma vie, j'ai grandi avec les Chachamim, avec les sages. Velo Matsati Tov, la gouffe est là. Shtika. Je n'ai pas trouvé meilleur pour l'homme que le silence. Pourquoi le silence? Parce que quand tu te tais, tu laisses exister l'autre. Alors au lieu de lui sauter dessus, d'accord, comme un sauvage ou comme une sauvage, tu vas le laisser parler. Tu vas le laisser s'exprimer. D'accord? Et voilà pourquoi il est de la plus haute importance aussi que de l'autre côté, quand il y a l'occasion de pouvoir t'exprimer, que tu détailles. Souvent, on ne détaille pas notre souffrance. Et donc, la personne en face, on a l'impression qu'elle nous fait des histoires pour rien, alors que quand on commence à l'écouter et qu'on commence à comprendre le mal-être qu'il y a derrière, ben, ça devient de suite beaucoup plus compréhensible. Et surtout, ne pas croire que quand je me confie à l'autre, et ça souvent c'est le cas, je vais passer pour quelqu'un de faible. Pas du tout. Au contraire, celui qui sait s'exprimer, celui qui sait sortir ses difficultés et son mal-être, c'est pas quelqu'un de faible. C'est quelqu'un qui, bien au contraire, il cherche à arranger les choses. Il cherche à mettre les choses sur la table. Et puis des fois, quand on rencontre des couples, je vois des fois, à l'époque je le faisais, maintenant, pour multiples raisons, j'ai arrêté de le faire, mais je me rendais compte en recevant les couples que le mari découvrait sa femme. Et que la femme, elle découvrait son... Ah bon? Mais tu me l'as jamais dit? Hein? 15 ans? 14 ans? 12 ans? Tu me l'as jamais dit? Tu m'as jamais dit que c'est... Tu me l'as jamais dit? Tu me l'as jamais dit que ça te dérangeait? Tu m'as jamais fait savoir? Tu m'as jamais dit? C'est souvent ça qui revient. D'accord? Et donc, de même, le conjoint qui est auditeur, comme on a dit tout à l'heure, il doit savoir déceler, et ça on va voir de suite, c'est bien beau, et tout à l'heure Julien il m'a dit d'ailleurs, Julien il a dit on va sortir avec des choses intéressantes, je vais vous donner des devoirs, mais juste avant ça, on ne peut pas s'imaginer le bien que ça fait quand on se retrouve seul, et on le parlera tout à l'heure, et qu'on commence à vraiment parler. Moi, vous savez, avec des élèves, parce que dans ma deuxième casquette, à part celle de rabbin, je suis aussi enseignant. Qu'est-ce que je me suis rendu compte? Que des fois, on a des élèves, comme dans toutes les classes, qui sont très perturbateurs. Très, très perturbateurs. Mais je vous promets, écoutez bien ça. Vous prenez ces élèves-là, vous faites sortir toute la classe. Tu lui dis, maintenant, tu vas t'asseoir en face de moi. Le petit, il fond comme une bougie. Il te dit des choses que jamais t'as entendues de ta vie. Il te dit qu'il souffre de pas voir son père. Il te dit qu'il n'en peut plus de voir la tension qu'il y a entre son père et sa mère à la maison. Il te dit qu'il est hué dans la classe et qu'il en a marre. Et tu dis, mon petit, pourquoi tu me l'as jamais dit ça? Je sais pas, Raph, mais moi je sais pourquoi. Parce que il était confronté à plein de monde. On l'a pas laissé s'exprimer. Et quand on le prend les yeux contre... Et même, je veux dire, même vous, en tant que parent, si vous avez un enfant qui a des difficultés, apprenez à lui parler seul. Ne le jugez pas devant tout le monde. Vous prenez une journée,
Tu prends une journée avec ta fille, tu vas faire du shopping, tu t'assois dans un café, tu commences à parler avec elle. Tu prends ton fils, tu vas faire du foot, tu vas faire quelque chose avec lui, tu vas lui montrer un truc, tu vas le prendre seul dans la voiture et tu vas voir ce qu'il va te dire quand il est seul. Ce qu'il n'aurait pas pu dire avant. Alors pourquoi nous les adultes on est différents? Si les enfants ils ont un besoin, ils ont une capacité de pouvoir se développer et parler, mais que quand on leur laisse et quand on les met dans une situation bien précise, avec ton mari et ta femme, c'est la même chose. Tu veux régler un problème, ne le règle pas devant ton père et ta mère. Ne le règle pas devant tous les enfants qui sont apeurés et qui n'ont même plus envie de manger tellement ils vous voient en tension. Qu'ils arrivent même plus à travailler. Moi, je vous le dis, Rabotaï. Je vais peut-être passer par des raccourcis, mais c'est des conclusions que je le sais. Quand un élève se sent mal en classe, je sais qu'il faut aller chercher dans la famille. Voilà, je vous en dis pas plus. Moi, je vous le dis. Et j'ai juste 14 ans d'enseignement, pas plus. Quand un enfant se sent mal en classe, de suite, même si je connais pas, je dis, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Ah ouais, quoi, t'as pas entendu? T'as pas entendu que le père, il est parti depuis 3 semaines? Quoi, t'as pas entendu qu'ils sont séparés? Et que le petit, il fait une semaine là, une semaine là? Je dis, j'ai pas entendu, mais j'ai vu. J'ai vu. Donc, au lieu de mettre tes enfants en mal-être, de pas pouvoir t'exprimer, prends le temps. Oui, mais monsieur Rabbin, attendez, après 15 ans de mariage, ça y est, on s'est tout dit. Ben, ne crois pas. Fais un week-end avec ta femme, seule à seule. Et tu vas être très, très étonné de ce que tu vas entendre. Des choses que, dans le cocon familial, d'ailleurs, le rabbinim, quand ils nous ont préparés à recevoir en remédiation familiale, le premier principe qu'ils nous ont dit, premier principe, ne recevez jamais le couple chez eux à la maison. Jamais. Recevez-le où vous voulez, pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on est sur le terrain de guerre. Pas chez vous? Hein? Non, jamais à la maison chez eux. Chez eux. À la maison, c'est le terrain de guerre. À la maison, c'est le terrain de guerre. On doit se... Tu as pris les 3 points déjà. Hein? Tu as pris les 3 points. Alors, comment on fait? Comment on fait? Parce que c'est bien beau la théorie. Comment on fait pour se mettre en condition de discussion? D'accord? Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas crier. Moi, je dis toujours, si tu cries, tu as enlevé toute capacité d'écoute. Si quelqu'un dit blablabla, imagine, vous allumez une vidéo, tu entends un présentateur sur BFM, et hop, je passe la chaîne. Ah, tu n'aimes pas les gens qui crient. Pourquoi dans ton couple tu cries? Tu crois que c'est audible de pouvoir entendre quelqu'un qui crie? Donc déjà, quand tu parles, regarde le son de ta voix. Regarde le son de ta voix. Dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a les vraies discussions. Le matin, 5 minutes avant de partir, sur le pas de la porte. Et les voisins, ils se régalent. Hein. 5 minutes avant de partir. Pourquoi maintenant? Pourquoi sur le pas de la porte? D'accord? Ou alors, ça fait 1 heure que tu es en train de monter un meuble. Tu sais, tu en as ras-le-bol de tourner les vis. Tu transpires comme un dégueulasse. Et là, ta femme, elle décide de discuter avec toi. Au moment où ça fait 1 heure que je suis en train de monter le meuble, juste maintenant, tu me dis que est-ce que je t'aime? Chérie, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Mais je sais même pas comment je suis dans le meuble, tu me dis si je t'aime ou je t'aime pas, laisse-moi tranquille. Et voilà. Pourquoi on n'a pas trouvé les bons moments à Botaï? À travers les enfants. Malheureusement aussi, qu'est-ce qu'on dit? Tu connais ton père, ce radin là. Ah. Pourquoi tu as mêlé ton fils à la discussion? Et ta mère, elle est têtue comme une mule. Et voilà. Et l'enfant, c'est comme ça que tu vas ranger ton couple? Sur le pas de la porte, dans des moments de tension, en mêlant tes enfants. Tu crois que c'est comme ça que tu vas investir dans ton couple? Tu crois que c'est comme ça que la communication elle va arriver à Botaï pour discuter? Et ça va vous faire rire, hein? Ça va vous faire rire pour discuter. On choisit un moment de calme. Ni quand il y a du monde à la maison, ni quand il y a les enfants à la maison. Tu dois choisir un moment où c'est calme, où tu es détendu. Tu sais, c'est comme quand tu étais chez tes parents. Ton père, il y avait des moments où tu savais que là, il fallait pas le brancher. Et il y avait des moments, tu étais là avec la bourrade, Amrout. Tu viens, mon fils, viens, assis-toi, viens. Par là, allez, viens. Tout ce que tu veux, je te donne, mon. Et tu savais quand le faire. C'est rare, ça. Hein? Ouais, mais tu savais que des fois, ça pouvait arriver. Tu sentais que c'était le bon moment. C'était comment on appelle ça? Être ratson. Le moment de gratification. Dans le couple, Rabota, il y a des moments de tension. D'ailleurs, on dit, la veille de Shabbat, il y a un Ben Ishraï. On a encore 5-6 minutes. Le Ben Ishraï, il dit que veille de Shabbat, le Satan, il danse dans la maison. T'as déjà vu la veille de Shabbat chez toi à la maison? On dirait un champ de bataille. Et il est passé mon pyjama. Et c'est toujours la même chose. Et c'est la panique de partout. Et tu vas pas penser à ça. Le Ben Ishraï, il dit c'est normal. Noam descend. D'accord? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Il dit le Ben Ishraï parce qu'après, pendant Shabbat,
le Satan, il pourra plus t'attraper. Le Satan, il n'a pas le droit pendant Shabbat. Donc c'est toujours. Donc ça, c'est pas des moments où on discutait. Il dit le Rav même, quand on se met à discuter, est-ce que les chaises où on s'assoit, elles sont confortables? Même ça, il te dit. Tu as trouvé un moment calme. Il n'y a pas les crapauds qui font du bruit. Le moment, il est calme. Mais la chaise, elle n'est pas confortable. Il dit le Rav Simcha Cohen. Même ça, ça peut jouer. Pourquoi? C'est pas si confortable. Et on dit quand les gens, ils se mettent comme ça, c'est un signe de défense. Donc, est-ce que tu es bien assis comme ça? Hein? Est-ce que tu es bien assis ou tu es sur ta défensive? Non, je suis pas d'accord. Mais elle n'a même pas commencé à parler, la pauvre. Il a même pas commencé à dire ce que... Non, je veux pas entendre. De toute façon, c'est tout le temps pareil avec toi. Allez, je vais me coucher. Comment? Vous vous étiez assis pour discuter ensemble, tu vas te coucher. Fais de remarque, c'est le moment. C'est le moment où tu peux essayer de t'ouvrir. Il n'y a plus personne qui est... D'accord? Et dit même, on s'assoit pas chacun d'un côté de la table. Parce que si on s'assoit, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, chacun d'un côté de la table nous sépare. On s'assoit ou à un côté de l'autre, ou en coin comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de séparation. D'accord? Et un truc magique, ça je vous le dis, bon, ne le faites pas ce soir. Hein. Quand tu parles à ton mari ou à ta femme, regarde-la droit dans les yeux. Là, tu le fais fondre ou tu la fais fondre. Allez. Vous verrez qu'on... Regarde-la. Pourquoi pas ce soir? Hein? Pourquoi pas ce soir? Ah, parce que, c'est parce que le rabbin il a dit ça, que tu me fais ça. J'ai cramé ce soir. Et vice versa, d'accord? Regardez à Botaï, on se parle jamais dans les yeux. Vous verrez. Pourquoi on se parle jamais dans les yeux? Parce qu'on a peur que dans nos yeux, on voie nos sentiments, on soit dénudé par nos yeux. Hein? Ouais, on voit le message. Alors que quand tu regardes dans les yeux, c'est que tu es 100% en transmission de pensée. Ça, il faut y penser aussi, d'accord? D'accord? Ou alors, on ne parle jamais aussi directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne parle jamais directement du problème. Il faut savoir commencer par quelque chose. Il faut savoir commencer par quelque chose de positif. D'accord? Après, il dit le Rav, j'ai bientôt terminé. Quel mot j'emploie? Quand on dit j'ai raison et personne ne me dira le contraire. Et là, tu as tout coupé, là. Si tu commences comme ça, ou alors, peu importe comment je m'exprime, je dis ce que je veux. Paf. Peu importe comment va mon couple. Là, tu as tout cassé, là. À Botaï, il faut savoir que, et c'est les dernières choses que je voulais dire ici, il y a des mots à ne pas dire. Peu importe comment tu t'exprimes, c'est faux. Tu peux pas dire à ton mari ou à ta femme, c'est pas vrai, tu mens. Ah, donc je suis un menteur ou une menteuse. Donc ok, bye, au revoir. T'as fermé le dialogue, hein? Quoi? C'est pas vrai, tu te trompes. Voilà, mais tu mens, c'est une étiquette. C'est une étiquette qui est collée et inconsciemment, tu te trompes. C'est pas lui dire ce qu'on ne devrait pas entendre de sa bouche. Oui, mais dire à quelqu'un tu es menteur, de suite, paf, ça met. Moi, je vous dis franchement, voilà, hein, avec, sans prétention aucune. Je rapporte ça toujours sur les enfants parce que les enfants, ils sont encore plus meubles. J'ai jamais dit à un élève tu es un menteur. Parce que dire à un élève tu es un menteur, plus tard, quand il grandira, toute sa vie, ça restera dans sa tête. Moi, je vous dis, il y a des élèves, ils ont été pas blessés, ils ont été ouverts en deux parce qu'on pu leur dire des professeurs et ils ont même, et je le dis avec toute la responsabilité que cela entraîne, et je me filme, hein, ils ont même quitté la religion par des mots difficiles qui ont été dits par les professeurs. De même, tu sais même pas ce que tu dis. Ben alors, si je sais pas ce que je dis, je vais pas te parler, d'accord? Je vais te prouver par A plus B que tu te trompes. Ça y est, je suis mort là. Si tu vas me prouver par A plus B que tu te trompes. Donc, tout ce que j'avais envie de dire, ben je l'ai perdu. Qu'est-ce que tu comprends à ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qui t'y es, toi, pour parler comme ça? Bam, tu l'as bousillé. Tout ça, toute son assurance qu'elle est, ou qu'il était cherché trouver chez son conjoint, son existence, hein, comme on a dit du début. Malheureusement, elle est partie. Et laisse-moi parler, tu verras que j'ai raison. Ah d'accord, donc je m'affirme. Ok, je m'affirme dès maintenant. Si c'est un monologue, qu'est-ce que je suis venu faire ce soir avec toi? Et si c'est un dialogue, laisse-moi m'exprimer. Sauf que nous, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va de suite attaquer. Et comme il dit ici le Rav, comparez-vous quand vous êtes en train de signer avec un client un contrat où à la clé, il y a 8000 balles à gagner. Mais on dirait que c'est ton frère, monsieur. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez du vin rouge, vous voulez du vin blanc? Vous voulez qu'on aille dehors, vous voulez qu'on rentre? Ah, quand il y a du fric à la clé, là, tu sais devenir un gentleman, hein? Mais quand il s'agit de parler à ton mari ou à ta femme, achlette de achlette. Donc ça veut dire que quoi? Que quand on s'écoute, on verra que la première chose qu'on fait, c'est qu'on se protège.
On est sur la défensive. On vise le négatif. Hein, comme on a dit tout à l'heure, on est en train de faire un match. T'es pas en train de faire un match. T'es devant le père ou la mère de tes enfants. T'es devant celle ou celui avec qui t'es censé passer ta vie jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, devant le businessman, tu montres le dos rond. Mais devant ta femme ou devant ton mari, tu es la pire des créatures. Comment tu veux investir? Comment après tu te demandes, ouais, mais de toute façon, il n'y a plus rien entre nous. Et puis c'est fini. Mais qu'est-ce que j'ai investi pour que ça change? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon couple? Est-ce que tout ce qu'on a dit? Voilà, donc c'est-à-dire que, et comme je disais là, le plus important, c'est de commencer par un mot positif. Tu as raison. Voilà. D'ailleurs, on dit que les Chachamim, le Maharal, il a cité au nom d'un philosophe, que ce qui est le plus important, et ce qui peut le plus aider la personne à se confier, c'est quand il y a une divergence entre vous et que tu reprends d'abord son avis à elle ou à lui avant de dire ton avis. Là, tu lui as ouvert les oreilles. Je comprends ce que tu dis, je comprends tout ce que... Et tu développes, tu montres que tu as compris ses sentiments. À ce moment-là, tu as ouvert le dialogue, d'accord? Et à ce moment-là, la personne qui m'entend, d'accord? Eh bien, elle a les oreilles ouvertes et elle est prête à aller plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem. Amen. Que vous ayez toujours les oreilles ouvertes Amen. pour celui ou celle qui se trouve en face de vous. Amen. Et que vous ayez toujours de la joie et du bonheur. Amen. Amen. Rabbi